Let's go, bienvenue sur ce podcast qui va traiter de structuration d'entreprise avec Christelle Paolini, pas de longues intros ennuyantes. Christelle, comment structurer son entreprise? Quels sont les grands piliers d'une entreprise? Une fois que tu as répondu à cette question, on te présentera et on partira sur d'autres questions. Comme ça, on a tout de suite de la valeur. Let's go. Alors, les fondations, il faut connaître les 5 fondations d'une entreprise. Vous avez au départ, tu as la stratégie. Donc, s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas la vision, le cap, c'est le flou partout, ça ne sert à rien d'avoir des systèmes, des process ou tout ce que tu veux. Donc, ça part de la stratégie. Ensuite, deuxième étape, tu vas avoir la gouvernance. C'est comment je veux que mon entreprise fonctionne, comment je veux que mes équipes fonctionnent entre elles, comment je veux que ça communique. Et une fois qu'on a tout ça, et bien là, on va commencer à parler de système. Le système, c'est vraiment l'architecture qui va pouvoir relier notre stratégie à nos fonctionnements. À l'intérieur de nos systèmes, une fois qu'on a bien défini nos systèmes, donc ça va nous donner en plus de la cohérence, vraiment une vraie cohérence et un langage unique par rapport à l'ensemble de l'équipe au niveau du fonctionnement de l'entreprise. On va parler process. Donc les process, c'est quoi? C'est les différentes étapes que l'on a au niveau du système. Donc ça, les process, en fin de compte, c'est je dirais, c'est le chemin d'un point A pour aller à un point B, tout simplement. Et dans tes process, tu as ensuite les procédures. Les procédures, c'est comment je fais précisément cette action. Donc, tu vois, c'est stratégie, gouvernance, système, process et procédures qui sont le manuel d'utilisation tout simplement. Ok, donc on part du macro vers le micro, entre guillemets, et c'est ce qui C'est ça. permet de structurer une entreprise. Alors, c'est intéressant parce que j'aimerais que tu te représentes. Moi, je te connais parfaitement, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Tu as une grande expérience là-dedans parce que ça a été une grosse partie de ta carrière. Tu as également développé des organismes de formation, je dis pas de bêtises. Oui. Donc, tu as une grande expérience. Nous, tu as été prestataire chez nous, c'est-à-dire que tu as construit des process sur la partie recrutement pour nous, dont on est très satisfait d'ailleurs, on tient à le dire, c'est très carré. Donc, je te laisse te présenter. Moi, j'ai 53 ans, j'ai 33 ans d'expérience professionnelle, dont une vingtaine d'années dans le corporate, principalement dans des très, très gros cabinets d'expertise comptable et de commissaires aux comptes. Donc, j'ai vraiment baigné dans le corporate, dans les process, dans le management, dans la culture d'entreprise, dans les systèmes. C'est vraiment là-dedans que j'ai vraiment commencé ma carrière. Et puis, à un moment ou à un autre, voilà, j'ai décidé j'aime transmettre. J'aime vraiment transmettre tout ce que j'apprends et j'aime être fédératrice aussi, être communauté. Et puis, donc, je me suis lancée dans le marketing de réseau en tant que manager. Donc, j'avais plusieurs réseaux à développer. Donc, j'ai à peu près géré 600 personnes dans une société qui est sur la Côte d'Azur dans les cosmétiques. Et puis de là, voilà, j'ai énormément appris. C'est vraiment une école de vie. J'ai appris la vente, ce que c'était de vendre. J'ai appris ce que c'était le développement personnel. Et d'ailleurs, j'ai été pendant 4 ans, j'ai été coach chez Dale Carnegie, à l'école Dale Carnegie, qui était à Nice, dans le 06. Donc voilà. Et de tout ça, qu'est-ce que j'en ai fait? Je me suis dit, comment je vais mettre maintenant au service des entrepreneurs, tout ce que je sais, c'est quoi, de quelle façon. Et donc, j'ai découvert ce métier qui, au départ, on me parlait de OBM, d'un Online Business Manager. Et en fin de compte, je suis très, très vite passée COO, c'est-à-dire vraiment un bras droit partenaire stratégique auprès d'entreprises, comme tu disais, de centres de formation certifiés Calliope. J'ai été aussi auprès de studios photo, de montage, de coach business. Donc voilà, j'ai fait plusieurs entreprises et à ce niveau-là, pourquoi j'ai évolué? Parce qu'il y a une chose où je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait l'opérationnel. Moi, j'avais les personnes qu'il fallait dans l'opérationnel. C'était pas un problème. Mais par contre, il y avait toute cette culture d'entreprise, tout ce management d'équipe. Pour moi, on a beau avoir tous les systèmes, tous les process qu'on veut. Si on n'a pas l'humain qui est là, si on n'engage pas l'humain, si on n'est pas un vrai leader dans son entreprise en tant que dirigeant CEO, eh ben, ça n'ira pas jusqu'au bout. Le scaling, à un moment ou à un autre, on va arriver à ce plafond de verre parce qu'il va simplement décoller grâce à l'équipe,
grâce à vraiment avoir une équipe qui sache pourquoi elle est là, pourquoi elle fait les choses et qu'elle se sente surtout utile. Donc voilà un petit peu mon parcours. Génial. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui font du scaling, souvent des jeunes de 20 ans qui vont t'apprendre à développer ton business. Et moi, ce que j'aime bien, c'est donner la parole à des personnes qui ont de la vraie expérience corporate d'entreprise, avec des humains qui ont 10, 15, 20 ans. Et là, c'est des choses concrètes. On ne parle pas de faire des programmes en ligne bidons. Donc, écoute, j'ai préparé quelques questions. J'essaie de voir lesquelles sont intéressantes. Mais pour toi, quels sont les départements à implémenter dans une boîte qui scale par priorité? Et là, on peut prendre l'exemple, par exemple, si tu as besoin d'un exemple précis, d'une agence, parce que c'est une boîte qui est très opérationnelle et c'est beaucoup de nos clients. Eh ben, on va partir comme au départ, comme les fondations, la direction, tout ce qui est codir. Donc là, c'est vraiment c'est l'endroit où on va prendre les décisions majeures de l'entreprise de pilotage. Donc, c'est quelle est notre vision, quel cap on veut donner aux équipes, de quelle façon on va transmettre aux équipes notre vision, quelle est notre politique de positionnement de nos objectifs, de nos OKR, et comment on va transmettre ça au niveau des équipes. Donc, tu as toute cette direction-là qui est importante. S'il n'y a pas ça, de toute façon, il n'y a rien qui tiendra. D'accord? Donc ça, c'est ce niveau-là. Et dans ce niveau-là, tu as ce système de pilotage aussi. Donc, c'est vraiment avec les indicateurs de performance, par exemple, ou des principaux, il n'y en a pas besoin d'en avoir 36 000, où avec ces indicateurs-là, on est capable de prendre des décisions éclairées. Et ça se passe au niveau de la direction. Donc, il y a tout un système de gouvernance qui fait qu'il faut poser les règles, il faut que ça puisse se transmettre par rapport aux équipes. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est marketing, communication. C'est important. C'est-à-dire que si tu as de l'acquisition client, c'est une chose. Tout va dépendre à quel moment tu es dans ton cycle. D'accord ? Donc, on va partir du principe que tu as ton agence, mais l'acquisition client, voilà, il y a encore des choses à faire. Donc là, on va mettre en place tout de suite la direction marketing communication. C'est vraiment aujourd'hui, pour moi, c'est le levier de l'entreprise. La direction, c'est le cœur et le marketing, ça va être vraiment le levier qui va vraiment te permettre d'emmener cette croissance, c'est de propulser l'entreprise. Donc ça, c'est important. Ensuite, tu vas avoir le département de vente. C'est bien beau d'acquérir des leads et tout ça, mais c'est comment aujourd'hui on vend notre produit, de quelle manière. Donc ça, c'est très important. Et ça, la vente, c'est les revenus, c'est le financier, d'accord? Donc là, je dirais, c'est le carburant un petit peu de ta société. Sans 100%. vente, de toute façon, tu n'as pas besoin de structure. Si tu n'as pas de vente, tu n'as pas de structure. Ça ne sert à rien de structurer si tu n'as pas de vente. D'accord? Parce que tu n'auras pas les points de friction. C'est l'oxygène de ton business. C'est ce que je dis à tous mes clients qui ne veulent pas se former en vente et qui ne veulent pas prospecter. C'est ça. Mais ça, je le comprends tout à fait. Après, tu vas avoir tout le côté opérationnel. Dans le côté opérationnel, c'est vraiment tout ce qui est production, delivery client. D'accord? C'est comment aujourd'hui, je produis et je livre ce que j'ai vendu à mon client. On en voit plusieurs qui vont te dire, qui vont acheter un produit, mais le produit, il n'est même pas encore fait. Parce qu'on a une fameuse liste d'attente. Donc, voilà. Donc, il y a tout ce côté opérationnel qui est super important. C'est-à-dire, OK, j'ai vendu mon produit physique ou une formation ou peu importe, ou une presta. Maintenant, c'est comment je vais la produire, comment je vais la délivrer. Donc, ça, c'est important. Après, pour moi, tu vas avoir le département finance, compta. C'est-à-dire que demain, tu ne peux pas, tu ne peux pas gérer une entreprise si tu n'as pas un minimum d'indicateurs dans ton entreprise. Si tu ne suis pas ton entreprise au moins minimum mensuellement. Il y a même des choses que pour moi, c'est hebdomadaire. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, moi, je ne valorise pas une entreprise à un chiffre d'affaires. Moi, quand je vois des entreprises qui me disent je gagne 1 million d'euros ou 10 millions d'euros, peu importe, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est la rentabilité.
Voilà, c'est quels sont tes coûts de production, quelle est ta marge brute, quel est ton chiffre d'affaires, quel est ton excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire, voilà, c'est tes revenus d'exploitation moins tes charges d'exploitation, purement opérationnel. Ça va être quelle est ta capacité d'autofinancement? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble de tes revenus permettent d'autofinancer l'ensemble de tes dépenses? Mmh. D'accord? Et ça va avec le seuil de rentabilité. Donc là, c'est cette partie-là qui est très, très importante. Alors, de ce que moi j'ai pu voir par rapport aux entreprises sur le web et non pas dans les entreprises dans le corporate. Dans le corporate, tu as vraiment un service finance, compta à part. D'accord? Mais dans les entreprises sur le web, il est vrai que c'est sur la première partie, je dirais sur les premiers 50% de leur vie entrepreneur, donc au départ sur les 3-4 premières années, généralement, cette partie-là, elle remonte à la direction. Parce que c'est eux qui gèrent avec en direct l'expert comptable. D'accord? Mais sinon, on fait un département à part et à ce moment-là, on met une personne qui, elle, va s'occuper vraiment de ça, de la comptabilité, des finances, suivi de trésorerie, tout ce que tu veux. Ensuite, tu vas avoir la partie RH. Et ça, elle est énormément oubliée dans les entreprises du web. Oh, j'ai Énormément. des exemples dessus. Alors que pour moi, c'est le multiplicateur de ton entreprise. 100%. Parce que c'est là où tu as tes idées, tu as tes fonctionnements, tu as ton système de gouvernance, tu as tout ce que tu veux. Mais demain, si tu n'as pas les bonnes personnes, si tu ne sais pas recruter les bonnes personnes, si tu ne sais pas former, faire évoluer les bonnes personnes, si tu ne sais pas retenir, fidéliser les bonnes personnes, C'est ton mort. entreprise, c'est mort. À un moment ou à un autre, bah, tu seras à ce plafond de verre et même tu peux décroître. Hein. Ah oui, Ça, j'ai plein d'exemples en tête là-dessus. donc voilà. Et je dirais le dernier principal, je dirais c'est le service care et R&D. C'est-à-dire qu'on pérennise l'existant qu'on a au niveau de nos clients pour les fidéliser, pour aller avoir de la rétention client et tout ça, pour que derrière, on puisse avoir un développement, une croissance qui puisse être ambassadeur, tout ce que tu veux. Et la partie aussi de préparer le futur avec la partie R&D, innovation et tout ça. Donc moi, c'est les principaux. Après, tu en as plein d'autres. Tu peux avoir un département support technique SAV. Tu peux avoir un département juridique. Donc voilà, c'est au fur et à mesure que les choses se construisent. Mais bon, cela, c'est vraiment la base. Alors, pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui se posent cette question, c'est quoi un département concrètement? Comment est-ce qu'on structure un département? Moi, pour moi, c'est clair, mais peut-être pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui sont un petit peu débutants, j'ai quelques clients qui commencent à se structurer notamment. Comment on structure un département, si on prend un exemple? Le département RH, par exemple, on va Mmh. faire ça. Qu'est-ce que j'ai moi? Je vais simplement savoir qu'est-ce que je vais mettre dans ce département-là. Mmh. Je vais mettre mes recrutements, je vais mettre la formation, je vais mettre ma culture d'entreprise, je vais mettre alors dans la culture, il y a les valeurs, les rituels, les feedbacks et tout ça. Donc dans ce département-là, c'est tout ce qui concerne l'humain, que ça soit freelance ou employé. D'accord? C'est comment j'intègre mon nouveau talent, comment j'offboard mon nouveau talent parce que je dois m'en séparer. C'est toute la partie paye aussi. D'accord? Toute la partie vraiment charge sociale et tout ça. Donc, c'est tout ce qui concerne l'humain, je le mets dans ce département. Et après, c'est de quel système j'ai besoin, comment je fais fonctionner ce département-là. Et là, j'ai un système, ça va être mon système de recrutement, par exemple, mon système de gestion des salaires, mon système, tu vas avoir voilà, plusieurs systèmes en fonction de ce que tu veux. Et à l'intérieur, tu mets tes process et tes procédures. Et qui dirige du coup, ce département, si on prend cet exemple-là? Est-ce qu'il y a
il y a quelque chose à savoir sur comment on nomme quelqu'un qui va diriger ce département, parce qu'ensuite, cette personne va faire son reporting directement au CEO. Ouais. Alors, on va rester dans ta typologie d'entrepreneur aussi. Toute cette partie RH, elle est généralement, c'est soit le CIO qui la gère, d'accord, ou soit c'est ce qu'on appelle un bras droit. Alors après, tu en appelles plein de choses, intégrateur, OBM, COO, tout ce que CEO, tu ouais. veux. Ouais, Voilà. c'est Donc, clair. sinon, tu as cette personne-là qui, elle, est vraiment là pour avoir cette partie managériale, cette partie RH. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui se passe. Sinon, dans les entreprises traditionnelles, là, tu vas avoir vraiment une personne qui va être DRH, qui va être RH, qui est vraiment ressources humaines, donc qui est formée là-dedans, dans le management, dans la gestion des ressources humaines, parce que la gestion des ressources humaines, c'est très vague. Tu vas avoir gérer les congés, tu vas les absences. Il suffit que tu aies, je sais pas moi, un conseil dans l'entreprise, un conseil syndical, tu as toute la gestion du conseil syndical. Enfin voilà, tu as plein de choses qui font que ça vient se ramener au niveau des ressources humaines. Tout ce qui tient à l'humain, ça vient dans ce département-là. Ok. Alors, les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont se demander la question, bah, comment prioriser ce qu'il faut structurer en premier quand tout semble urgent? Et c'est une question, voilà, on est déjà un peu répondu, mais quand tu arrives dans une entreprise, le CEO éteint des feux, c'est encore une petite boîte, tout semble urgent. Quelles sont les premières actions que tu mets en place pour débloquer la situation pour un CEO qui est dans cette situation-là? Alors, première chose, je travaille avec lui tout ce qui est vision, stratégie. Ça, c'est clair, mais tout par-delà, hein, franchement. Et ça, je l'ai toujours fait et c'est très important. Et je me rends compte souvent que c'est pas si clair pour eux. Ouais, très souvent. C'est pas si clair. C'est-à-dire, ouais, moi, je veux être là, mais oui, mais comment tu le vois? Comment tu veux le faire? Comment tu le vois, les choses? À 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, ça va, mais dès qu'on va à 3 ans, à 5 ans, ça devient un peu plus difficile. Donc, je vais vraiment travailler là-dessus, la vision, la mission, et je vais travailler vraiment sur lui, en tant que CEO, quel type d'entreprise il veut avoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, je lui fais une image de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise qu'il a, donc son organigramme opérationnel. Et en fonction de ce qu'il m'a donné dans sa vision, de ce qu'il veut mettre en place, et au niveau de son développement et tout, de ses objectifs, je le projette sur un autre organigramme opérationnel et de vision. Et là, on voit exactement. Une fois que j'ai fait ça, on a les objectifs, d'accord? On va prioriser ces objectifs avec ses principaux goulots d'étranglement. Donc là, bah, ça passe par un audit du CEO, déjà de sa productivité à lui, parce que bah, le but d'un CEO, c'est de pas passer plus de 20% de son temps dans des tâches qui n'ont pas de valeur pour lui, d'accord? Lui, il doit être dans la vision, il doit être dans l'image de marque, il doit être dans l'amélioration continue, mais pas dans le quotidien, mais sur plus loin. Voilà, donc lui, il est vraiment là à ce niveau-là. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, c'est simple, je repars du parcours client complet. J'audite toutes les étapes du parcours client. Acquisition, nurturing, vente, donc c'est comme le process de vente, si tu veux, le revenu, donc l'encaissement, l'onboarding du client, le delivery de ce que je lui ai vendu et la rétention du client, le care. D'accord? Et à chaque étape, je regarde ce qui est mis en place, les systèmes qui existent et les systèmes qui n'existent pas par rapport à ce qui doit être fait. Une fois que j'ai fait ça sur chaque étape du parcours client, je vais déjà prioriser, c'est les systèmes qui sont absents qui vont tout de suite résoudre mes priorités que j'ai décidées au départ dans ma stratégie, dans mes objectifs et tout.
Déjà, cela, il faut que je les mette en avant. Et ensuite, je vais aller voir, je vais descendre tous les systèmes, je vais voir l'impact qu'ils ont par rapport à ma stratégie et l'urgence. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, j'ai mis tous ces systèmes, j'ai identifié, alors, il ne faut jamais tout faire d'un coup, c'est généralement 2-3 systèmes grand maximum à mettre en place, tu vois, ou à améliorer, parce que y a quelque chose qui ne va pas. Une fois que j'ai fait ça, là, je me pose la question, OK, qu'est-ce que j'attends de ce système-là? Quelle est Clair l'utilité du sur le système? résultat. Quelle est la vision du système? Quels sont les outils dont je vais avoir besoin? Quels vont être les rôles et responsabilités que je vais avoir besoin dans ce système? Voilà. Et je matche tout ça. Et une fois que j'ai ça, OK, je sais où je veux aller avec ce système. Maintenant, je descends les process. Et je le fais crescendo de la même façon. Super clair. J'aime bien, c'est structuré. C'est très intéressant parce que souvent, ce qui se passe, moi-même je ne suis pas accompagné, on va travailler, enfin, je repense à certains accompagnements, on va travailler sur du symptôme et pas sur de la cause. Et on va toujours partir sur des choses assez, les classiques, hein, la vente, le marketing, et c'est ce qu'on fait nous aussi, on va travailler ces points-là, ils sont super importants. Mais en fait, ce qu'on remarque, et c'est intéressant que tu partager la vision, je vais donner un cas concret. On va avoir des personnes qui vont vouloir scaler, qui vont voir des choses sur les réseaux. Moi, je veux une grosse entreprise, etc. Mais en fait, leur vision n'est pas claire, leur vision est prise de quelqu'un d'autre. Et en fait, ces gens, dans leur croissance, vont se rendre compte qu'ils ont copié le business de quelqu'un, donc ça ne leur convient pas. C'est une boîte, par exemple, qui est trop grosse, alors qu'ils préféreraient une plus petite boîte, OK, qui stagne peut-être avec 5, 10 personnes. Mais finalement, ils vont commencer à recruter 20, 30 personnes et ils vont exploser en l'air parce que la vision, la structuration d'entreprise, la manière de construire leur entreprise ne leur convient pas. Rien n'est clair, les gens se barrent, il n'y a pas de système, la rétention client est mauvaise. J'en ai des exemples, hein. J'en ai un paquet. Et tu pars vraiment de la cause profonde pour qu'ensuite ça affecte toutes les prochaines étapes et que ça remonte Oui. jusqu'aux symptômes. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, et je le vois, et je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je ne sais pas si tu le vois depuis plusieurs mois, il y a énormément d'entrepreneurs. Mais quand je te parle d'entrepreneurs, ça veut dire qu'ils font du 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros, qui reviennent vers le flot entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils reviennent sur quelque chose qui corresponde à leurs valeurs, à ce qu'ils veulent vraiment de la vie, comment ils la veulent, avec… J'aime pas parler équilibre pro-perso parce que tu peux pas avoir un équilibre pro-perso. Pour moi, non. Mais par contre, c'est de mettre des priorités. Voilà. Est-ce que ta priorité, elle est plus personnelle que professionnelle? Et c'est à ce niveau-là. Et là, je vois de plus en plus, et j'en parlais encore hier avec une OBM, et elle avait une cliente qui avait, je crois, 17 salariés et qui se retrouve plus qu'à 11, je crois qu'hier qu'elle m'a dit, tout simplement parce que elle en avait trop, c'était trop de charge mentale, c'était trop de chaos, trop de fouillis, elle est digitalisée, elle a les systèmes qu'il faut, mais par contre, ça ne lui correspondait pas. Elle n'est pas faite pour être manager. Et ça, c'est ce que je rencontre beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sur le web, mais même les entrepreneurs que tu as dans le physique, je te parle pas de gros corporate, d'accord? Ils ont une idée, ce sont des fondateurs à la base. Donc, ils sont dans le labo, ils mettent les process, ils mettent ci, ils mettent là, ils vont recruter les bonnes personnes parce que voilà, c'est dans l'urgence et tout. Mais à un moment, ça devient une véritable usine à gaz. Et ce qui se passe, et pourquoi ils reviennent vers le flow? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'enthousiasme, ils n'ont plus de fun dans leur activité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont d'autres casquettes qu'ils n'avaient pas envie d'avoir. Ça m'est Ils ont arrivé, la ça. casquette de leader, ils ont la casquette de community manager, ils ont la casquette de comptable, ils ont toutes les casquettes, même s'ils ont une équipe, parce qu'il n'y a pas un vrai système de gouvernance, il n'y a pas une vraie culture d'entreprise et un vrai fonctionnement dans l'entreprise, ils gardent toujours ça. Et donc, effectivement, parce qu'ils ont voulu faire un copier-coller tout simplement, parce que sur les réseaux, tu vois, vous allez faire 100 cas, parce que maintenant, c'est plus les 10 cas par mois, c'est les 100 cas par mois.
ça devient la mode. Donc voilà, c'est juste ça. Mais pose-toi la question, est-ce que demain, tu as besoin de ces 100 cas par mois par rapport à ce que tu veux faire dans ta vie? Comment tu veux gérer ton entreprise? Quel leader tu veux être? Le leadership, ça ne se voit pas sur un chiffre d'affaires. Ça ne se voit pas sur un nombre de salariés dans une entreprise. Ça se voit sur ta posture, ça se voit sur ton humilité, ça se voit comment tu communiques avec tes équipes. C'est pas toutes ces étoiles qui font que tu es un vrai leader. Tant mieux, si tu es un super leader et que, bien sûr, tu vas te développer et tu vas gagner des millions, il n'y a pas de problème, il y en a plein qui sont comme ça. Mais à notre niveau, à nous, restons humbles. C'est marrant en plus parce que j'ai vu discuter avec un mec qui est qui a une boîte dans la génétique. Moi, j'ai fait un test génétique pour savoir un petit peu comment je fonctionnais au niveau de la génétique. Et ce mec me disait qu'il était dans de gros masterminds de personnes qui accompagnent en scaling, qui sont très connues en France. Et il me disait la plupart sont en burn-out parce qu'en fait, ils ont une décorrélation entre le business qu'ils ont et ce qu'ils veulent réellement être au fond d'eux, leurs valeurs. Ils structurent pas leur département d'entreprise par rapport à leurs valeurs, ce qui fait qu'ils tolèrent des gens dans leur entreprise qui normalement ils toléreraient pas. Et au finalement, c'est des gens qui explosent en vol. Il m'a cité des exemples, c'était vachement simple, enfin, c'était vachement édifiant. Et par exemple, le coup du CEO qui est dans son labo, etc., moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans mon labo, je construisais, et c'était très cool. Et en fait, dès que j'ai dû avoir plusieurs casquettes, ça m'a saoulé. Alors, je dis pas que c'est quelque chose qui m'a saoulé sur longtemps, parce qu'après, j'ai appris à apprécier, puis finalement, je trouvais ça très cool. Et j'ai appris à déléguer. Et en fait, quand j'ai commencé à déléguer pas mal de choses, déjà, on casse une croyance qui est de les gens ne feront jamais aussi bien que moi, qui est une croyance que j'ai eue moi aussi, tout le monde l'a eu, je pense, si vous avez délégué pour la première fois. Ça s'est mieux passé la livraison client quand j'ai délégué que quand je la faisais moi-même de A à Z. Ça, c'est un truc à noter. Mais surtout, je suis arrivé à un problème, c'est que j'avais délégué et je me retrouvais à faire des petites journées qui créent un sentiment de culpabilité de je ne travaille pas et qui me causait un ennui, mais terrible, 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 terrible. Et en fait, j'étais là, genre, mais ça me saoule, quoi, globalement. Et je me suis retrouvé à faire un peu d'opérationnel, à reprendre plus de calls avec les clients, à réanalyser des appels de vente de mes clients, parce que par exemple, c'est ce que je fais beaucoup, je suis beaucoup sur la partie vente. Et en fait, à kiffer, quoi. À kiffer et à me dire, ok, oui, je fais de l'opérationnel, oui, je suis pas censé faire cette partie-là, mais en fait, ça me fait kiffer. Et en fait, si j'ai pas ce kiff, je pense que j'aurais peut-être laissé tomber l'entreprise à un moment où est-ce que ça allait pas forcément super. Et donc, c'est un subtil équilibre d'autoconscience, d'être constamment alerte sur, OK, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la vision, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me plaît, qu'est-ce que je peux déléguer, comment je peux faire un effet de levier, ça, plutôt que de le faire, je peux pas payer quelqu'un pour qu'il le fasse. Calculer son ratio horaire aussi, un truc con, mais faire calculer son ratio horaire. Je bosse sur cette petite tâche, mais ça me coûte, si je faisais une autre tâche à plus haut effet de levier, peut-être que ça me coûte 2000 euros par mois, ça. Peut-être que je peux C'est le ça, déléguer et faire 10 000 à la place, tu vois, si j'avais délégué. Donc, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et ce qui est important, comme tu parles de délégation, tu ne peux pas déléguer ce que tu ne maîtrises pas. ça, je l'ai expliqué à un client qui Et ne voulait moi, pas entendre raison dessus. franchement, Dis-nous. même moi, personnellement, j'en ai fait les frais pour mon entreprise, donc au niveau marketing. J'ai voulu tout de suite déléguer ma partie marketing sur mes postes et tout ça, alors que je ne savais pas vraiment quelle était la charge de travail, tous les process qui étaient à l'intérieur avec ces personnes. Je ne me suis pas intéressée à ça. Ça, c'était tout au début de mon activité. Et au bout de 6 mois, c'est évident que il n'y avait pas cet engouement, ni de la freelance avec qui je travaillais, elle vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis d'elle, parce que je ne maîtrisais pas. Donc, effectivement, faut déléguer, mais tu ne peux déléguer que ce que tu maîtrises, parce que tu sais exactement l'attente que a la personne à qui tu délègues. 100%, amen. Donc ça, c'est très, très important. Mais oui, et puis, moi, il y a un truc sur lequel je ne déroge pas. Pour moi, c'est l'humain. Et je te promets, quand je vois les OBM aujourd'hui, avec la digitalisation qui va arriver, d'accord? Beaucoup, les OBM sont à 70% dans l'opérationnel, dans le quotidien. Je gère les urgences, je cherche les incidents et tout ça, la gestion de projet et tout. Maintenant, avec l'IA qui arrive, avec les agents IA, à un moment ou à un autre, il y a une grosse partie d'opérationnel. On n'aura plus vraiment besoin de ces OBM, de ces bras droits, d'accord?
Il va falloir trouver un autre axe. Et l'autre axe, c'est l'humain. C'est l'humain. Il faut vraiment aujourd'hui se remettre dans l'humain, se remettre dans les équipes et d'avoir cette cohésion. Pour moi, c'est vraiment être facilitatrice. Et même le dirigeant, quelque part, il doit avoir cette mentalité de facilitateur. Aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai des systèmes, j'ai des process, mais est-ce que mon équipe, c'est vraiment pourquoi elle fait les choses, pourquoi on va jusque-là, et est-ce qu'elle se sent vraiment utile? Et le combo gagnant, c'est si elle sait pourquoi elle le fait et qu'elle se sent utile, là, c'est bon, c'est des talents que tu garderas toujours. Petit truc là-dessus, le pourquoi, ça, je l'ai appris à mes dépens. Parce que j'avais une première boîte dans la culture. Pour ceux qui me connaissent, j'étais sportif de haut niveau, donc j'avais logiquement continué là-dedans. Et j'ai fait tellement d'erreurs de recrutement. J'en ai fait une qui m'a coûté plus de 30 000 euros, alors qu'on était une toute petite entreprise et ça a été vraiment difficile. Et en fait, ce que j'avais compris, c'est que les gens ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça. Donc, ils n'étaient pas impliqués, en fait. Et là, par exemple, un truc que j'ai fait, c'est que j'ai un assistant qui s'occupe de plusieurs choses. Et en gros, lui, il va relancer certains de mes prospects. Donc moi, j'ai délégué cette partie parce que je sais le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, si je fais de la prospection ou de la vente, c'est moi qui ai le meilleur score dans l'entreprise. Donc j'ai délégué cette partie parce que je sais le faire à très haut niveau. Je l'ai fait vraiment dans les plus grands méandres du détail tactique, quoi, pour reprendre cette image. Et en déléguant cette partie-là, bah, j'ai mis l'assistant qui relance certains clients. Donc, ça veut dire que c'est des clients qui vont closer, c'est des clients qui vont convertir. Je l'ai mis dans les canaux des clients de communication, ce qui fait qu'ils voient les messages, parce que du coup, ils voient quand il les a closés, mais ils voient comment ils sont livrés et ils voient quel impact ça a. Et je prends l'exemple d'un client qui m'a ramené. Et il a vu que c'est un client qui a explosé, qui nous a fait un super retour sur les réseaux. Et mon assistant m'a dit, putain, ça fait vachement plaisir de voir qu'il y a eu un impact de mon travail. Et c'est là qu'en fait, vous devez expliquer. Nous, par exemple, dans les fiches de process, enfin dans les fiches de poste plutôt, on explique, même dans la suite du métier, on explique pourquoi tu fais ça. Ben oui. En fait, si tu discutes avec ce prospect va venir en rendez-vous. Il va être engagé, il va être éduqué, il va convertir. S'il convertit, il va avoir le résultat. Je ne dis pas que la livraison est parfaite chez nous et que tout se passe dans le meilleur des mondes, ça serait mentir. Et ensuite, bah, il va racheter chez nous. Et entre guillemets, il va financer ton salaire aussi, tu vois. Ton salaire qui va te permettre de. Tu m'as dit que tu voulais acheter ta maison, bah, ça va te permettre d'acheter ta maison. Et c'est un cercle vertueux. Et quand les gens comprennent à quoi ça sert, déjà, je vais vous dire quelque chose. Nous, on a des rapports journaliers. Tu sais, des rapports où est-ce que tu vois qui a fait quoi, etc. Et ben, j'ai fait un point avec mon assistant. Je fais tous les 15 jours un point avec les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire qui sont vraiment dans l'entreprise. Et en gros, il m'a dit, et je ne le savais pas en fait, parce que sur son rapport, il met qu'il travaille 8 heures. Donc, il est payé 8 heures. Il me dit, mais moi, il y a plein de fois où des fois, je travaille 9 heures, 10 heures, et je le voyais répondre des fois à 21 heures. Je dis, mais pourquoi il répond à 21 heures sur cette heure-là? Normalement, enfin, je lui avais dit de se reposer et tout. Et il me dit, bah, parce qu'en fait, ça me fait plaisir, j'ai envie de le faire. Et je ne demande rien. Je ne lui demande pas de travailler plus. Ben C'est oui, bien lui qui sûr. le fait d'instinct. Et donc, en fait, ça crée une motivation intrinsèque et pas extrinsèque, tu vois. Bien sûr. Et Bien il est sûr. là le levier sur l'humain. Oui, et il est là aussi, c'est que tu délègues pas des tâches, d'accord? Tu délègues des responsabilités. C'est ça, ouais. Et tu délègues comment? Tout simplement, il y a trois éléments pour déléguer. Tu délègues, tu vas définir, quand tu délègues, tu définis le résultat attendu. Tu définis comment tu mesures ce résultat. Donc, quel indicateur va te dire si il a bien réussi cette mission? Et tu vas aussi définir le quand on se voit pour faire des feedbacks. Parce qu'il y a bien une chose que je me rends compte, c'est que le feedback, on le fait toujours quand ça va pas, mais on le fait jamais quand ça va bien. Ou très rarement quand ça va bien. Donc, le feedback, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture de l'entreprise. Donc là, le feedback est super important. Mais voilà, la délégation, tu as ces trois éléments. Le résultat attendu, l'indicateur et le feedback. Et ce qui te permet de continuer, d'être toujours dans l'amélioration continue, de tout de suite diminuer les points de friction. Voilà, c'est vraiment super important. Et quand ils savent exactement dans leur fiche de poste
ce qu'ils doivent, les responsabilités qu'ils ont, bah, c'est mieux. Je te donne un exemple, un closer. La responsabilité qu'il a, c'est d'amener le prospect à signer. D'accord? La tâche qu'il a, c'est à suivre le script. Donc, moi, je délègue une responsabilité, mais je ne délègue pas la tâche, tu suis le script, quoi. Tu prends le script, tu le suis. Pas du tout. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Tu délègues une responsabilité, tu délègues le résultat attendu et l'impact qu'il va avoir sur ton business. Il y a tellement de sujets à aborder là sur le recrutement. Je pense que le point à retenir, c'est que le recrutement est un levier de multiplication du temps. Oui. Et qui dit temps dit productivité, qui dit productivité dit business. Je conclus ce point-là parce que j'ai d'autres questions à te poser après pour qu'on avance un peu. J'ai pris l'exemple, j'en discutais, j'ai vu ça dans un webinaire d'un de mes mentors qui faisait la comparaison, une courbe d'exemple entre une personne qui veut pas déléguer et qui fait tout seul pendant un certain temps, par exemple sur un an, donc tu vois la courbe qui est, voilà, c'est linéaire quoi, globalement de productivité et de chiffre d'affaires, et quelqu'un qui, en 24 heures, va te recruter par exemple 3-4 call callers à la commission, qui va structurer ça, et du coup, en termes de volume d'acquisition, bah, tu appelles 4 à 5 fois plus de personnes. Du coup, tu as 4 à 5 fois plus de deals, ou à la limite 3 fois plus. Plus de cash, qui veut dire que tu peux déléguer encore plus. Et en fait, on voyait la courbe qui est exponentielle de Ah progression. oui, Parce que en fait, tu empruntes le temps des autres. Tu travailles 24 heures en une journée. Si tu fais des journées de 8 heures et que tu as 3 personnes oui, dans ton équipe, tu as ben 24 oui, heures de productivité qui a été effectuée aujourd'hui. Tu es tout seul, tu n'as mais produit bien que sûr, 8. Donc sur une journée, tu perds déjà 3 fois le potentiel que tu peux avoir de c'est croissance. ça. C'est ça. Et il y a aussi la croyance limitante, au-delà que ils savent, on ne sait pas mieux faire que moi. Déjà, ça c'est complètement faux. Et au contraire, moi, je pousse les CEO à recruter quelqu'un qui est encore meilleur qu'eux. Meilleur Ouais, qu'eux. oui, 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 c'est très vrai. On peut détailler cette partie-là? Tiens, vas-y, ça m'intéresse. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui va ancrer vraiment dans l'entreprise de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, qui va avoir un autre prisme qui est super important par rapport à nous. Et puis, en fin de compte, euh, les équipes, on se nourrit entre nous. Donc, moi, si j'ai quelqu'un qui est meilleur que moi sur la partie marketing, mais franchement, tant mieux, parce que je vais apprendre de cette personne-là. Moi, je vais pouvoir évoluer. Et puis, en même temps, je vais pouvoir la faire évoluer sur d'autres aspects. Donc, c'est super important. C'est super important. Il y a cette peur de contrôle, ça c'est évident, de perdre le contrôle. Mais on ne perd pas le contrôle à partir du moment où on met les bonnes choses en place. Donc voilà, simplement, quand tu délègues des résultats, bah, tu vérifies plus ce que fait la personne au quotidien. Hein. Tu vérifies juste le résultat et tu valides le résultat, point barre. Une fois que ça s'est validé, bah, ça t'a pris 5 minutes. Tu n'as pas besoin de reprendre le process, le machin et tout ça. C'est le résultat qui t'importe. Donc voilà, et tu as aussi au niveau de la délégation, tu as aussi cette chose où on se dit, je vais perdre beaucoup de temps à le former. Ouais, ah, ça m'est arrivé. Et oh, Voilà. quelle erreur de penser comme ça. Quelle erreur. Là, c'est une erreur parce qu'il suffit de bien mettre en place des process, faire des looms, faire des petites vidéos et tout ça. Et peu importe, si tu as besoin de passer 2 jours complets avec la personne pour la former, mais que derrière, tu as un ROI par rapport au temps que tu viens de passer, qui est un x10, x100, mais fais-le. Quelqu'un que tu vas former dès le départ, qui va se sentir intégré et tout ça, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui est engagé et c'est quelqu'un qui va se donner les moyens de le faire. Donc, toi, tu as une obligation de moyens. Quand tu fais rentrer quelqu'un dans ton entreprise, tu as une obligation de moyens. Donc ça, c'est très important. Donc la formation fait partie des obligations de moyens. C'est marrant, j'en parlais il y a 2 jours avec Romuald, qui est déjà passé sur le podcast, là-dessus. Mais ça, c'est un autre sujet. Le fait de recruter des personnes meilleures que soi,
Ça, alors, je vais confronter deux visions. Tu vois, on va avoir la vision très réductrice, très peu dans l'abondance, mais plutôt dans la peur, où est-ce que bah, il faut que je réduise mes coûts, il faut que je prenne quelqu'un qui est pas cher, etc. Mais en fait, qui dit quelqu'un qui est pas cher n'est pas un gage de qualité. Et la plupart du temps, les gens qui vont pas se facturer cher, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Au contraire, moi, j'ai des gens qui m'ont facturé très peu cher, qui étaient excellents. Mais déjà, on part dans une dynamique où est-ce qu'on veut essayer d'économiser sur le talent. Et ce talent-là, en fait, ça se trouve, le ROI entre celui qui coûte 100 euros de l'heure et celui qui en coûte 500, le ROI, il est différentiel, il est de fois 100. Et donc, en fait, d'avoir fait fois 5 sur le prix, tu perds fois 100 de ROI. Et l'exemple typique, c'est, ouais, j'en ai plein des exemples. Mais là, tiens, bah, par exemple, prenons la prestation avec toi. Pourquoi j'aurais pu me dire, je vais regarder les vidéos YouTube, je vais regarder des petites formations pour faire du recrutement. Je me suis dit, non, attends, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais trouver quelqu'un qui a déjà l'expérience en recrutement. Il se trouve que c'était toi. Je paye cette personne me fait les process, ensuite je les adapte, etc. Et point. Et je vais chercher quelqu'un qui a de la bouteille et je vais pas chercher un petit cabinet de recrutement qui vient de se lancer avec un petit freelance qui n'aura pas une vraie expérience, tu vois. Je vais pas chercher une petite formation à 37 euros, les piliers du recrutement. Je vais pas chercher une vidéo YouTube de 1 heure sur comment bien recruter. Bien sûr. Chercher un retour d'expérience. Un autre exemple, c'est Paolo, qui est un consultant qui travaille avec nous, qui est externe aux États-Unis. Donc lui, il est anglais, il fait que du contenu anglophone. Moi, je parle en anglais avec lui. Et lui, il est ultra fort en écriture LinkedIn. C'est-à-dire que tu disais qu'il faut déléguer ce qu'on maîtrise, je suis 100% d'accord. Il se trouve que lui, tu peux lui déléguer quelque chose que tu maîtrises pas. Il a une faculté naturelle. Je dis pas que c'est 100% des clients, ça serait mentir. Mm. Il a une faculté à comprendre l'avatar client, à comprendre des choses qui fait que quand il va t'écrire des posts, si tu en écris 10, mais il y en a un qui va devenir ultra viral et tu vas te retrouver inondé de leads. Parce qu'il est ultra bon. Il a une liste d'attente pour travailler avec lui maintenant, Et oui. depuis les 2 dernières semaines. C'est-à-dire que d'aller chercher quelqu'un qui est super bon, oui, ça va vous coûter cher. Pas forcément toujours, bah, ça va vous coûter un certain montant. Mais en fait, le ROI, si vous savez sélectionner l'humain, et c'est pour ça que vous devez avoir des compétences en humain, c'est ouf. Moi, je le Oui. vois, hein, j'en suis convaincu à 1000% maintenant, alors que j'avais la croyance opposée par le passé. J'étais vraiment dans une énergie de peur. Il faut vraiment recruter quelqu'un qui coûte pas cher et tout. Alors oui, faut pas surpayer les talents. Parce que si vous prenez un mec qui vous dit ah, moi je suis trop fort, etc., et vous le payez 5000 balles par mois, le mec performe pas. Bon, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que vous avez fait le bon recrutement? Est-ce que vous avez posé le bon cadre? Est-ce que vous avez réellement formé la personne? Il y a tellement de paramètres. Donc, c'est toujours à tempérer. Mais le ROI, moi, je le vois, il est énorme, quoi. Et tu sais, par rapport à ce genre de recrutement, c'est simple, hein. De toute façon, moi, tu recrutes, tu testes d'abord. C'est tout. Ah ouais, 100%, ouais. Tu fais un test. Déjà, tu fais un test sur ça te permet de faire les hard skills, déjà, donc les Mhm. compétences techniques. Ensuite, bah, pendant l'entretien, beaucoup d'entretiens que je vois ne vont pas aller valider les soft skills, donc tout ce qui est comportement, attitude et tout ça, alors que c'est là où ça peut pêcher, parce que tu formes aux hard skills, Ouais. Et les soft mais tu ne skills, formes pas aux soft skills. C'est un clairement. état d'être, C'est d'accord? clair. C'est difficile Donc, de faire évoluer quelqu'un sur les soft skills. c'est très, très difficile, très, très difficile. Mais c'est vrai que une fois que tu as fait ça, bah, tu peux te planter, bien évidemment, même après, tu peux te planter. Mais au moins, il y a déjà les compétences au départ. Et une fois que tu as fait ça, au lieu de tout de suite partir sur une mission long terme, en freelance ou carrément un CDI ou quoi que ce soit, tu fais une mission one shot timée avec à la fin, si ça match, si on a le bon résultat, OK. Et là, on continue. Mais il faut toujours tester, toujours tester. Bon, Dans le réel. un exemple concret, on avait quelqu'un, alors si j'ai un client qui regarde cette vidéo, il va rire. On avait fait un appel dans notre réseau pour trouver quelqu'un qui est très fort en branding. Moi, je sais faire du branding, je ne suis pas le meilleur, mais dans la danse, je savais très bien le faire et je sais le répliquer dans le business, même si j'ai encore beaucoup de lacunes dessus, j'implémente pas tout. Et donc, je me suis dit, bah, autant déléguer cette partie-là, il y a forcément des experts, et j'avais sourcé une personne qui était très forte sur les réseaux, très très forte. Je me suis dit, on va tester. Et en fait, la personne me proposait un prix aux alentours de 2-3 000 euros. Et moi, je lui ai fait une contre-proposition. Je lui ai dit, écoute, je te propose quelque chose. Tu travailles avec un client sur des séances de consulting payées à l'heure. Si ça se passe bien,
On te met sur tous les projets. Et d'avoir fait ce test m'a permis de confirmer que c'était une personne qui, sur les hard skills, était très forte, mais sur les soft skills, c'est une catastrophe. Et j'ai pu travailler avec cette personne parce que communication zéro, parce que aucun respect des tâches, parce que le client ressort du call avec des compétences, mais pas de plan d'action, rien de clair, ce qui fait que je suis obligé de repasser derrière. Donc, d'avoir fait ce test de validation, et c'est là que j'ai remarqué aussi une erreur, c'est que j'avais juste pris, et c'est une erreur, je pense que tu pourras détailler, c'est qu'en fait, en recrutement, parfois, on va prendre quelqu'un qui est dans notre réseau. Tu vois, on va prendre, tiens, bah lui, il a l'air d'être fort, je le connais, il fait ça, il est copywriter, je sais pas quoi. On va le prendre. Alors que le mieux, ça serait d'avoir un tunnel de recrutement, d'avoir 50, 100 candidatures et d'aller choper le ou la pépite. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Alors, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur, c'est de recruter au feeling. Eh ben, c'est ça, tu as résumé en une phrase, c'est le recrutement au feeling. C'est ça. Et ça, franchement, c'est grave red flag parce que déjà, dans le recrutement, il y a deux choses. Tu recrutes pas au feeling et puis en plus, tu recrutes pas pour hier. Donc, tu recrutes pas dans l'urgence. Il y a ça aussi. Parce que généralement, quand on fait appel au réseau, c'est qu'on est un petit peu dans l'urgence. Est-ce que tu connais pas quelqu'un et tout ça. Un recrutement, ça se travaille en amont et en aval. Un recrutement, tu poses ton scope. De quoi j'ai besoin? De quel type de profil j'ai besoin? Pour quel poste? Donc ça, c'est la première chose. Et derrière, une fois que tu as bien mis tout ça en place, autant les hard skills que les soft skills, que tu as fait la scorecard, là, tu vas mettre en place un tunnel de vente, tu vas aller sourcer, tu vas aller attirer tes talents, mais c'est pas, comment je dirais, c'est pas une offre d'emploi, moi, que j'envoie. C'est pas ça. Moi, c'est une vraie offre de mission. Moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle ait envie de venir chez moi. Donc, ce que je mets en avant, c'est ma marque, c'est nos valeurs, c'est notre mission de vie, c'est qui nous sommes. Parce que c'est le plus important. Comme je t'ai déjà dit, on forme aux hard skills. C'est les soft skills qui sont super importantes. Et puis, une fois qu'on a fait ça, bah, après, on a l'entretien, les évaluations. Ensuite, on va avoir la prise de décision et après, on va faire l'onboarding. Mais il est certain que moi, je préfère mettre dans mon tunnel de vente, mettre une landing page vraiment bien faite. De la même façon que je vends un produit, je vends mon offre de mission. De la même façon. C'est-à-dire que je veux que la personne, elle se dise, ouais, c'est moi, je suis qualifiée pour ça et j'ai envie d'aller avec eux. C'est ça que je cherche. Je ne cherche pas quelqu'un qui veut un salaire, qui veut un revenu. Je cherche quelqu'un qui a envie d'y aller pour cette entreprise, pour qui je suis, pour qui nous sommes, pour ce que nous faisons. Donc ça, c'est important. Une fois que j'ai fait ça, si tu veux, tu peux mettre des étapes dans ton process de recrutement sur Internet, comme un process de vente, c'est-à-dire, par exemple, si tu recrutes un closer, c'est de dire, eh ben moi, toutes les candidatures que je vais recevoir qui vont me mettre dans mon questionnaire, qui veulent un taux de commission au-delà de 15%, elles sortent du système. Voilà, parce qu'aujourd'hui, toi, niveau rentabilité et tout, tu ne pourras pas au niveau de 15%. Tu peux mettre aussi au niveau de ton recrutement, te disant, ben moi, je veux quelqu'un qui ait minimum 12 mois d'expérience dans le métier ou qui ait au moins travaillé 2 années dans le corporate. Voilà. Et tous les profils qui ne vont pas répondre à ça, déjà, ça va te les présélectionner, ça va déjà t'en enlever pas mal. Et après, tu fais au fur et à mesure. Et après, tu mets en place des tests. Et une fois que tu mets les tests, tu en sélectionnes 5, 6, 7 grands maximum en présélection. Là, tu les as en entretien et là, tu vas aller chercher, tu vas aller confirmer certaines compétences techniques sur lesquelles tu as eu un doute ou quoi que ce soit, mais tu vas surtout aller chercher les soft skills. Sa motivation, son engagement, qu'est-ce qui a fait qu'elle est venue avec nous, dans telle situation, comment elle réagirait ou quoi que ce soit. Et tu prends vraiment des cas pratiques qui se sont vraiment réalisés dans ton entreprise. Parce qu'il faut savoir que ta culture d'entreprise, c'est tes valeurs, et les valeurs, c'est la somme des comportements de l'ensemble des personnes de ton entreprise. C'est bien résumé. C'est tout. C'est pas moi, en tant que CEO, j'ai la bienveillance, j'ai l'excellence, j'ai tout ça. C'est ouais, j'ai cette vision-là des valeurs de mon entreprise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le quotidien, dans les actions au quotidien de mes équipes, est-ce que j'ai cette bienveillance? Est-ce que j'ai cette excellence? Comment je veux que ça se traduise?
Et là, il suffit simplement, c'est de repartir de l'ensemble des personnes de tes équipes, voir comment elles se comportent. Tu fais un check de tous leurs comportements et à un moment ou à un autre, tu vas avoir leur comportement avec tes valeurs visées qui vont, hop, se croiser et c'est là où vont être les valeurs de ton entreprise. Donc, voilà. Et une fois que tu as fait cet entretien, au niveau là où tu es sûr, au niveau des soft skills, et ben après, tu as un deuxième entretien qui est l'entretien final entre les 2 ou 3 que tu as envie de garder au niveau de la décision finale. Et puis, c'est tout. Le process est bien résumé, ouais. Mais ce recrutement au feeling, ça, je le vois C'est pas partout, hein. possible. Je l'ai fait aussi. Alors, ça n'a pas été toujours une erreur parce que ça m'a amené de super profils, mais ça te ferme un truc super con. Un truc super con sur la livraison client, bah, là, avec le branding, j'ai recruté au feeling et bah, qu'est-ce que ça m'a donné? En fait, si j'avais été sourcé 2, 3, 4, 50 profils, j'aurais peut-être trouvé la personne nickel que j'aurais pu mettre sur tous mes projets. Oui. Donc, ouais, il y a tellement Et de. puis, le fait de faire au feeling, effectivement, tu vas partir au feeling, mais au feeling d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire d'autres entrepreneurs qui ont une autre vision du business que toi, qui ont un autre fonctionnement que toi. Peut-être que cette personne-là, elle était excellente chez les autres entrepreneurs. Elle rentrait bien dans les valeurs et tout ça, mais ce ne sont pas les tiennes. Ce n'est pas ton mode de fonctionnement. Donc, si toi, à ce moment-là, tu ne valides pas ça de ton côté, avec qui tu es en tant que dirigeant, leader de ton entreprise, et toute la culture et tout ça, bah, ça peut être la meilleure personne et qu'elle ait les meilleures compétences. À un moment ou à un autre, ça ne va pas le faire. Et le cas s'avère avec toi. Exact, exact. Alors, il y a tellement de sujets, j'en ai noté un. C'est vraiment une question des clients. Quels sont les outils essentiels que tu recommandes pour organiser un business en croissance? Un truc hyper con, mais j'ai plein de clients qui ne connaissent pas l'outil Penny Lane. J'ai plein de clients qui sont sur des vieilles banques pourries, alors que par exemple, si vous êtes sur Conto, il y a plein de choses qui sont super pratiques. Moi, je suis sur Conto, par exemple. Donc, qu'est-ce que toi, tu recommandes? Alors, on peut peut-être faire un petit peu par pôle, tu vois, le pôle financier qui est super important. Puis après, bah, d'autres choses, l'organisation des systèmes. Qu'est-ce que toi, tu recommandes? Alors, ce que je recommande, alors tu viens de parler du pôle financier. Donc, pôle financier, je vais te donner deux phases. D'accord? Ok. Tu vas avoir l'entrepreneur qui, lui, est, je dirais, auto-entrepreneur ou qui vient juste de monter sa structure, qui est en société, mais qui démarre. Là, on peut faire du Google Sheet. Il faut simplement, il y a un minimum de choses à avoir en termes de chiffre d'affaires et tout. Mais voilà, ça peut le faire. À partir du moment où tu commences à avoir une structure, tu commences à avoir une équipe, pour moi, il te faut un outil qui puisse, à lui tout seul, faire les devis, faire la facturation, faire les paiements en ligne, faire le rapprochement des encaissements avec le chiffre d'affaires, qui puisse avoir une connexion avec ta banque pour que tout se déverse dedans, qui puisse scanner tous tes frais, tes factures, que tu n'es vraiment pas à les saisir ou quoi que ce soit, ou te taper tout un dossier à donner à ton expert comptable parce que vous vous réveillez au dernier moment pour la TVA ou quoi que ce soit. Dès que tu as une facture, tu la scannes et ça rentre tout de suite dans la machine. Donc ça, aujourd'hui, pour moi, ça peut paraître un coût pour certains qui est inutile parce qu'ils sont plus ROI sur l'acquisition, la conversion et tout ça. Mais pour moi, c'est un investissement, cet outil-là, parce que demain, il va te dire si tu es rentable ou pas. Il va te donner des indicateurs qui vont te permettre de savoir si la santé de ta société, si tu es en survie ou si ça roule bien. Donc ça, c'est important. Donc pour moi, cet outil-là, il est non négociable. Donc, tu peux avoir Penny Lane, tu peux avoir Axonote, tu as Time, mais c'est un plus petit outil qui te donne moins de choses. Tu as QuickBook aussi, tu en as plein. Mais moi, celui que je préfère, c'est Penny Lane. Ouais, il est super, celui-là. Il est vraiment complet. Il est vraiment complet. Ouais. Et l'avantage, c'est que il est aussi en interconnexion avec beaucoup d'experts comptables.
Ouais, il y a beaucoup de ponts, en fait, même avec d'autres logiciels aussi. Ouais. Il est compatible avec Conto, je crois, je l'ai pas encore connecté, Oui, moi, Conto, c'est sûr, mais il me 100 semble. Ouais. Conto, 100 il est compatible avec Conto, c'est 100 sûr. Mais sur plein de choses. Il est compatible aussi avec, quand tu vas avoir au niveau de tes centres de formation et tout, avec les systèmes de paiement, avec, tu vois, les head-off et tout ça, tu peux faire un pont aussi. Donc, Mmh. non, Pennyline est très, très bon comme logiciel. Alors, ça, on ne demande pas de tout maîtriser dans Pennyline. Pas du tout. Mais simplement, ça te sort un minimum de tableaux de bord qui peuvent te permettre demain de prendre des décisions éclairées. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième outil qui est important, c'est un outil de pilotage partagé. Un outil, un espace collaboratif avec l'ensemble de tes équipes. C'est-à-dire un gestionnaire de projet qui fasse gestionnaire de tâches et tout ça. Donc là, tu peux avoir le Notion. Il y en a beaucoup qui parlent de Notion, mais tu peux... il y a d'autres outils aussi. Hein. Là, il y a un outil qui est en train de... un ERP qui est en train de perforer, d'avoir une sacrée performance, c'est Odoo aussi. Mmh. Donc voilà, et lui, à l'intérieur, il interne plusieurs outils. Il y a plusieurs choses. Donc ça, c'est important d'avoir cet outil d'espace collectif. Ensuite, le CRM. Le CRM, pour moi, ce n'est pas un tableau Excel où tu mets tes clients dessus. Pour moi, un CRM, c'est vraiment, il faut avoir cet outil. Donc là, tu en as plein. Alors, si tu ne veux pas trop investir, tu peux créer ton CRM sur Airtable, tout simplement. Parce qu'il y a en plus, avec l'IA maintenant sur Airtable, on peut pas nous dire que c'est pas possible. Moi qui suis pas excellente du tout en automatisation, j'ai l'IA sur Airtable qui me permet aujourd'hui de mettre en place des automatisations et tout ça. Donc, tu vois, et qui peut même te penser tout ton CRM. Et en plus, tu as des exemples sur Airtable de CRM que tu Ouais, peux ils sont super. ajouter. Donc, et ils sont super bien faits. Maintenant, si tu veux encore quelque chose de plus poussé, tu as Pipedrive, tu as HubSpot. Attention, HubSpot. HubSpot, il est excessif. Il est très bien si tu prends tout le package marketing, CRM et tout, mais c'est du 2 500 € par mois. Mmh. C'est fait pour des plus grosses boîtes, hein, clairement. C'est fait pour des très grosses boîtes. Mais voilà, donc il faut un CRM. Après, moi, ce que je pense aussi, il te faut un outil où tu puisses, que ça soit ton wiki. Donc, ça peut être où dedans, tu as toute ta documentation, tu as tous tes process, tu as tout. Voilà, tout ce qui concerne ton entreprise, il y a un wiki. Donc, il y en a qui vont avoir un drive par rapport à ça et qui partagent le drive avec les équipes. Il y en a qui vont avoir Notion. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur outil au niveau du wiki, pour moi, c'est Airtable. Parce que il a vraiment son rôle de base de données. Mmh. Donc, voilà. Et là, on peut en mettre du volume. Et après, il suffit de juste mettre les liens qu'il faut là-dedans. Et après, pour moi, il te faut un outil de communication interne. WhatsApp, c'est bien, C'est de la merde. mais c'est à ses limites. Je Clairement. pense qu'aujourd'hui, quand tu commences à avoir une équipe et que tu veux structurer, il faut que dans ta structure, il faut que tu aies un canal d'information générale, il faut que tu aies un canal dédié pour les commerciaux, il faut que tu aies un canal dédié pour la technique, il faut que… Voilà. Donc, pour moi, c'est au minimum Slack, Discord, mais voilà, il faut un vrai outil de communication qui puisse… Et en plus, Slack, il s'interagit avec Notion. Donc, il y a plein d'outils comme ça. Mmh. Mais Il y a des ponts. WhatsApp, ça a vraiment ses limites. Ah, c'est cata. C'est cata. Nous, on est sur Discord parce qu'on est des gros geeks et que j'ai une culture geek chez mes clients, avec moi, etc. Oui. Il y a la guerre Discord-Slack. Discord, c'est pour les geeks. Slack, il paraît que c'est très bien. Moi, je déteste Slack. Mais quand je dis, j'ai des urticaires à utiliser Slack. Mais ce sont les deux meilleurs outils pour communiquer, je trouve. Alors, tu en as un aussi qui est pas mal et qui évolue beaucoup, qui en plus, bon, on s'en sert aussi pour les clients, c'est Circle. Ah oui, on peut héberger aussi de la formation vidéo dessus. Je savais pas C'est ça. qu'ils faisaient cette partie-là Et aussi. ça, Et ça, tu vois, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Par exemple, si tu n'as pas envie d'avoir une multitude d'outils, tu peux très bien avoir Circle comme ton outil de communication avec tes équipes et de mettre à l'intérieur toutes tes vidéos de formation interne. Hmm. Tu vois?
Donc, après, vous voyez. Et Circle, par contre, ça a un coût aussi. Beaucoup Ouais, plus c'est pas que donné. Slack et tout ça. Mais voilà, tu as plein d'outils. Mais pour moi, il faut arrêter WhatsApp. Donc, on a abordé pas mal de sujets, notamment les outils. Tu disais que tu voulais aborder la partie direction de l'entreprise. Ouais. Je te laisse sur cette partie. Moi, j'ai deux, trois remarques, deux, trois questions à poser juste après, mais je te laisse la parole. Let's go. Pas de souci. Vraiment, la partie gouvernance de l'entreprise. Bon, ça, maintenant, tu l'as compris. Moi, c'est vraiment l'humain qui est important. Et c'est vraiment d'amener cette transformation, de transformer tes équipes en levier de croissance. C'est pas tu vas mettre de la pub ads, tu vas faire développer ton tunnel d'acquisition, tu vas développer plein de choses. Mais si derrière, ça ne suit pas, si derrière, tu n'as pas l'engouement, si derrière, tu n'as pas l'engagement, si derrière, tu n'as pas l'intelligence collective, à un moment ou à un autre, tout ça, ça va tomber. C'est évident, ça tombera. Donc, pour moi, il y a un minimum. Alors, on parle de culture d'entreprise et ça peut faire peur, bien évidemment, parce que pour beaucoup, la culture d'entreprise, c'est pour le corporate et tout. Mais non, simplement, la culture d'entreprise, c'est quoi? C'est ce que font les personnes de ton équipe quand tu ne les regardes pas. C'est juste ça, la culture d'entreprise. C'est comment fonctionne mon système, mes équipes dans ce système quand je ne regarde rien. Quels sont leurs comportements? Et donc, pour tout ça, bah, c'est déjà une culture d'entreprise, ça va vraiment se construire. Ça se co-construit avec tes équipes. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as les valeurs. Donc, ça, on en a parlé, c'est le comportement de toutes tes équipes. Mais tu as une culture d'entreprise, c'est des feedbacks. Il faut mettre en place des feedbacks. Bien et pas bien, peu importe, mais il faut mettre en place des feedbacks parce que les feedbacks, ça va toujours amener à une évolution, à une amélioration continue, parfois à des décisions qui sont pas très agréables, mais qui sont nécessaires. Donc, le feedback sont importants. De mettre en place des rituels. Tu as au minimum des rituels hebdomadaires qui, pour moi, c'est en début de semaine de faire un kick-off, c'est-à-dire en début de semaine, je vois un quart d'heure, 20 minutes, et même si je ne le vois pas, je peux très bien faire un loom dans mon canal de communication en donnant les priorités de la semaine à l'ensemble de l'équipe avec les objectifs. Et à la fin de semaine, par contre, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir le 55, c'est-à-dire d'avoir un retour des équipes, comment s'est passée leur semaine, où en sont leurs objectifs, où en sont leurs priorités, et un petit peu au niveau de leur KPI et tout ça. Donc, ça me permet de moi de jauger et de repartir sur le lundi, sur un nouveau kick-off et peut-être éclaircir certaines choses. Ensuite, tu vas avoir les réunions mensuelles avec l'ensemble de l'équipe. Là, c'est pareil. C'est là, on va regarder les objectifs qui ont été posés, ce qui a été réalisé ou pas réalisé, les actions correctives que l'on a mises en place, pour quelles raisons, et les changements qui vont avec. Et ça, on en parle à l'équipe. Et on continue à donner le cadre. Donc ça, c'est très important. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est les réunions one-one, mensuelles. Trop important, ça. Tous les mois. Et ça pour moi, alors, le bras droit peut le faire, la CEO peut le faire, mais je pense que le CEO, il doit aussi en faire certains. S'il ne les fait pas tous les mois, c'est au moins une fois par trimestre, il doit le faire avec son équipe. Parce qu'il sera beaucoup moins dans le quotidien, mais par contre, c'est lui qui donne le cap, c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui représente l'entreprise et c'est lui qui donne cet engagement, cette motivation et tout ça. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, les réunions one-one, très, très important. Et tu vas avoir des choses que moi, j'aime bien de plus en plus à mettre en place et que je conseille beaucoup, c'est les team building. Voilà. Et les team building en présentiel, si possible, il n'y a pas besoin de faire des team building de 3 jours, hein. C'est pas du tout ça, mais au moins un moment dans l'année où tout le monde peut se rencontrer, peut se voir, peut discuter. Là, on va parler de vision, on va parler de projet, on va parler de plein de choses, mais ce qu'il faut, c'est toujours s'assurer que les équipes sont alignées avec ta vision,
avec ta stratégie et avec tes objectifs. Et ça, c'est qu'en ayant des contacts avec eux. Donc ça, c'est très important. Et puis, et après, tu as tout ce fonctionnement de communication. Donc là, c'est très important. C'est pareil, la communication, tu ne l'imposes pas. Tu la construis avec tes équipes. Tu vas déjà, au départ, moi, ce que je fais au départ, je fais un sondage. C'est comment fonctionnent les uns les autres. Qu'est-ce qu'ils attendent dans une communication. D'accord? Ensuite, après, j'ai mes objectifs. C'est comment moi, je veux qu'on communique aussi dans l'entreprise. Qu'est-ce que j'attends de cette communication? J'attends qu'elle soit comment? Un langage simple, pas un langage de geek, parce que tout le monde ne comprendra pas. Ça peut être de la performance, donc quelle culture au niveau, voilà, qu'est-ce qu'on va aller chercher au niveau de notre communication. Ça peut être, c'est plein de choses. C'est vraiment qu'est-ce que je veux qu'on communique comment. Et après ça, tu vas poser les règles. Et les règles de fonctionnement, tu vas avoir les règles toi en tant que CEO, c'est-à-dire, OK, moi, on va mettre les règles de validation déjà. C'est-à-dire, à ce niveau-là, tu peux venir me demander. Sinon, à ce niveau-là, tu peux valider. Pour les dépenses, par exemple, aussi, tant qu'on est en dessous de tant de coûts. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, c'est de mettre ces règles-là. Ça, c'est important. En plus, le CIO, ce qu'il doit faire, c'est bien faire comprendre, c'est que cette notion d'urgence importante, tu sais, la matrice d'Eisenhower, malgré ce qu'on peut dire, elle est très importante au niveau de la place du CEO et au niveau des équipes. C'est de savoir quand est-ce que moi, freelance de Kevin, à quel moment je peux déranger Kevin parce que j'estime que c'est important et urgent. Toi, tu ne le fixes pas au départ. Donner des exemples. Qu'est-ce qui est important, urgent? Qu'est-ce qui est important, non urgent? Et tout ça, tes équipes, elles ne le sauront pas. Donc, tu vas être tout le temps embêté par tes équipes. Et éteindre des feux. Éteindre des feux. Donc, ça, c'est au niveau de la communication, c'est de leur dire, eh ben voilà, niveau 0, c'est niveau informatif. Je n'ai pas besoin de savoir, là, vous gérez. Niveau 1, c'est urgent, important, il faut tout de suite que j'actionne. OK. Maintenant, tout ce qui n'est pas urgent, important, eh ben moi, j'ai une plage horaire dans ma semaine et c'est à ce moment-là que vous pouvez venir me voir et qu'on puisse en discuter. Sinon, tout le reste du moment, ça se gère au quotidien. On a mis en place des systèmes de délégation, des systèmes de validation. Il y a une escalade, c'est-à-dire qu'à tel moment, c'est telle personne qui peut valider et tout ça. Donc, tout est bien fait. Une fois que tu as fait ça, et après, il suffit simplement de donner les règles de communication. C'est-à-dire, vous ne partez pas le soir sans avoir au moins checké tous vos messages. C'est quand vous avez lu un message, vous mettez un check dans le canal. C'est ce qu'on fait, nous. Ouais. Voilà, c'est mettre des règles simples, mais pour s'assurer que tout le monde a le même fonctionnement, a la même logique du business de l'entreprise. Et voilà, c'est tu tagues la personne, on t'a mis un code après avec les urgences importantes 0, 1, 2, 3, 4. Si tu me mets un 1, ça veut dire que c'est super urgent, donc j'ai moins de 24 heures pour te répondre et pour arriver et résoudre ton problème. C'est aussi de mettre en place, par exemple, en disant, si c'est un problème technique et tout, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 messages, vous faites un Zoom, vous faites une vidéo, et dans votre message, que ce qui soit en vidéo ou en écrit, c'est qu'est-ce que ça concerne, quelle est ma problématique, quel est mon besoin, quel résultat j'attends, quelle action j'attends. Voilà, c'est juste ça. Je ne fais pas 10 lignes, je fais une ligne de chaque, et c'est juste en PowerPoint, c'est voilà ma problématique, voilà mon besoin, qu'est-ce que j'attends de toi à me faire, ou quel résultat je peux attendre. C'est tout. Juste ça. Et avec ces règles de communication. Donc, voilà. Au niveau de la gouvernance, je pense que ça, une fois qu'on fait ça, c'est déjà bien. Ouais, clairement. Ouais. C'est beaucoup trop important. Déjà, rien qu'un système de communication efficace, où est-ce que y a ce système de petits checks, où est-ce que on sait quand déranger quelqu'un, quand pas le déranger. Un truc bête aussi un truc bête que j'ai vu sur un pôle de setting et qu'on a implémenté chez nous. Parce qu'on remarquait qu'il y avait des problèmes au niveau de la gestion des leads. C'est-à-dire que tu as des leads qui arrivent d'une publicité
et on ne savait pas s'ils étaient appelés ou pas appelés. Des fois, les mecs oublient de mettre en place son CRM, donc déjà, il y a un problème de culture et puis pas assez strict. Mais mettre un petit check sur j'ai pris ce lead. On sait que c'est toi qui l'as pris déjà parce qu'il y a ton prénom, ton nom dessus sur Discord, mais qu'en plus de ça, on sait qu'il a été contacté. Donc on voit aussi entre l'heure où est-ce qu'il apparaît en notification et l'heure où est-ce que tu as mis le check. Donc on peut voir aussi le speed to lead, on voit à quelle vitesse tu as répondu au lead. Mais tous ces petits trucs qui sont des petits trucs, les gens vont se dire ouais, mais c'est chiant, mais j'en ai pas besoin, mais c'est du détail, etc. Mais en fait, 1% plus 1% plus 1% plus 1% égale 90% de qualité de communication par rapport à une entreprise qui communique à 40% et les gens se barrent parce que un tel attend depuis 2 semaines le livrable de telle personne, mais il a oublié de demander parce qu'il est bloqué sur un plan technique. Et ça devient un bordel, quoi. Je veux dire, moi, je l'ai vécu, donc je sais que c'est hyper utile, quoi. Mais à partir du moment où tu as des règles simples, tu as de la clarté, tu as de la transparence et tu diminues les points de friction. Tu diminues les points de friction largement. Parce qu'on sait comment on doit communiquer, on sait ce qu'on doit faire chaque jour, on sait quand est-ce qu'on peut déranger le CEO, on connaît le niveau de priorité, à quel moment c'est urgent, important et tout ça. Donc c'est bon, on a les règles du jeu, ça roule. Chaque minute économisée grâce à ce genre de système, c'est un futur ROI et un truc très simple que les gens n'ont pas conscience forcément, parce qu'il y a une espèce de glorification et moi je l'ai été aussi, du beaucoup travailler, de pas beaucoup dormir, etc. Et en fait, chaque minute que j'ai pu économiser grâce à ce système, c'est du temps où j'ai pu prendre du temps pour moi le matin. Je vais donner un exemple pas plus tard que ce matin. Ce matin, je me suis levé tranquille vers 9h. Donc tranquille. Aucune urgence. Moi, je me lève tard. Je me lève vers 9-10 heures et je bosse par contre jusqu'à 19-20 heures. Et ça me va, Ouais. c'est vraiment mon cycle qui me va. J'arrive, je check les messages, il y a quelques urgences, quelques trucs importants, mais il n'y a rien d'inhumain ou qui me mettrait tout de suite en stress. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose, parce que le reste est géré. À côté de ça, j'ai tout de suite un premier appel avec un client. Et en fait, j'ai eu le temps de me lever, d'être dans une bonne énergie, et j'arrive au maximum de ma concentration et de ma présence pour ce client. Versus, il y a 2 ans, je me lève 15 minutes avant le rendez-vous. Je suis en stress parce que j'ai un message WhatsApp de le tunnel pour les publicités de tel client, il a planté, et puis on s'est fait ban sur Facebook, et puis voilà, une catastrophe. Et j'arrive et je ressors au bout de 2 mois rempli de plaques d'eczéma sur le visage parce qu'en fait, je suis en méga stress. Mais oui. Donc le héros, il n'est pas que financier, il est en termes de temps, mais il est aussi en termes de santé. Ah oui, bien sûr. De santé. Moi, je le vois. Là, il suffit de regarder. Là, par exemple, là, j'ai un petit peu de cerne. Mais avant, il faut savoir que si vous regardez, vous retrouvez des vieilles vidéos de moi. J'ai des cernes jusque-là. Je suis rouge d'inflammation. J'ai une tête de zombie parce qu'en fait, j'ai vécu un burn-out. Et en fait, c'est ce qu'on voit là. Je le dis parce que c'est important. J'ai des clients qu'on a onboardés qui étaient dans cette situation-là. Tout ce que partage Christelle, c'est ces petits pourcents que vous grattez, c'est ce qui va se transformer en ROI sur votre santé, donc votre capacité à travailler encore plus et donc à produire encore plus. Le repos fait partie du travail aussi. Moi, j'ai fait une nuit de 10 heures cette nuit. Je me suis couché à minuit. Enfin, à 10 heures, un peu moins, 9 heures du coup. Et je vous assure que j'ai super bien dormi. Donc, et le ROI, du coup, je peux être 2 heures concentré avec toi. Et je vais encore travailler là jusqu'à 20 heures. Et voilà, on est à fond, quoi. Grâce à ça, grâce à tous ces systèmes. Ah oui, non, mais ça c'est super important. Mais au-delà même du CEO, c'est aussi pour les équipes, pour la santé mentale des équipes. Ah bah bien Si sûr, oui, ça se répercute. Si aujourd'hui on sait que on a un fonctionnement uniforme et que bah, tout le monde suit les règles, bah, on sait très bien que ce qu'on a envoyé à telle personne, on l'a bien tagué, on lui a mis le bon code parce qu'on lui a dit que c'était important et urgent. On sait que au plus tard demain, on aura la réponse parce que la personne, elle a checké comme quoi elle a vu le message, donc elle viendra me répondre. Donc ça nous enlève aussi cette charge mentale. Donc c'est super important. Et c'est pas une question parce que tu peux avoir, ouais, non, mais c'est bon, on est fliqué, on est ci, on est là. Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement que chacun doit prendre ses responsabilités. C'est là où c'est pas des tâches, tu prends ta responsabilité. Aujourd'hui, il y a des règles de fonctionnement dans l'entreprise. On te demande de partir le soir en ayant au moins checké tous les messages
de nous mettre que tu as vu tous les messages, on ne te demande pas de les traiter, on te demande de les checker. Ta responsabilité, il est en fonction du niveau d'importance, de le faire plus tard. Mais nous, on sait que le soir, les choses sont faites. Ce n'est pas une question de flicage, de contrôle ou quoi que ce soit. C'est simplement, chaque personne peut partir, fermer son bureau en se disant, c'est bon, tout le monde a tout vu, j'aurai ma réponse demain. Pour revenir sur le flicage, je pense qu'il faut être extrêmement clair dès le recrutement sur ce qu'on attend. Un exemple concret. Si vous êtes une entreprise qui demande une haute performance, par exemple, je sais pas, vous avez des lancements clients le week-end et il faut répondre le week-end. Il faut le dire dès le recrutement. Voici ce que tu vas devoir faire. Il y a des moments, il va falloir que le week-end, que tu sois présent parce que s'il y a, par exemple, les publicités Facebook qui sont bannies en week-end, bah, ça nique le lancement du client. On a besoin que tu sois là. Donc, c'est ce niveau de responsabilité, un peu comme une astreinte. En fait, si c'est dit, il n'y a pas de surprise. Donc forcément, Non. tu repousses et tu attires les bons profils. Alors que si c'est une surprise, c'est là qu'il y a de la friction. Et parce que moi, je l'ai vécu en tant que salarié quand j'étais dans l'informatique. C'est-à-dire qu'on arrive, on te dit oui, c'est 7 heures par jour, nanana, et j'étais en cours alternant. Et on arrive et finalement, non, c'est 9 heures par jour, tes 2 heures supplémentaires sont pas payées, tu n'as que 30 minutes de pause le midi, une catastrophe. Et je suis parti quasiment en burn-out de cette société. Donc, parce que c'était pas clair. Et en plus, il y a eu mensonge. Donc, à partir du moment où tu es clair sur ton cadre, forcément, derrière, il n'y a pas de surprise. Donc, le flicage, non, ce n'est pas du flicage, c'est juste que tu as effectivement une responsabilité. On te demande, et puis on te paye. On a le droit de savoir ce que tu fais. On n'est pas en train de regarder ce que tu fais. Moi, je m'en fous que le mec, il est en train de bosser avec de la musique ou sans musique quand il écrit ses pages de vente. J'en ai rien à carrer. Ce que je veux savoir, c'est, en fin de journée, il devait rendre ça aujourd'hui. Est-ce qu'il l'a rendu? Pourquoi il ne l'a pas rendu? Et est-ce qu'il s'engage à mieux faire pour pouvoir respecter les délais? Tu vois, j'ai le droit de savoir en tant que CEO. Donc, je pense que c'est un truc que les gens ont du mal des fois. Je le vois, il y a des jeunes entrepreneurs, et moi je l'ai été aussi, ils ont du mal à demander des comptes sans être agressif, hein, en étant juste normal. On n'a pas besoin d'agresser les gens, on leur demande gentiment. Mais ils ont du mal à demander des comptes, qu'ils se sentent un petit peu. Alors, il ne faut pas, dans ces cas-là, ce n'est pas une question de demander des comptes. C'est parce qu'au départ, s'ils en sont là, c'est parce qu'au départ, ils n'ont pas délégué des responsabilités. Donc, ils n'ont pas délégué des résultats. Ils n'ont pas défini des résultats. À partir du moment où tu définis le résultat attendu, tous les deux, vous savez ce qu'on attend, tout simplement. Donc, il n'y a pas de question de flicage, pas flicage ou quoi que ce soit. C'est OK, moi, le résultat attendu, il est là. Donc, ça peut être, je ne sais pas, je veux par exemple que tu m'améliores le process de vente. Ce que je veux, c'est que les commerciaux puissent gagner 20% de leur temps. Le résultat attendu, c'est bien 20% de leur temps. Tu as la responsabilité d'amélioration de continu du process pour gagner en 20% de leur temps, donc 20% de productivité, patin et tout ça. Donc voilà, et là c'est clair. À partir du moment où les choses sont bien claires, il n'y a pas de problème. Et là où je voulais revenir sur toi, où tu me disais qu'il faut être clair dès le départ, c'est à ça que sert l'entretien. Le premier entretien que tu as avec les personnes, c'est quand tu vas poser tes questions sur le soft skills, il faut absolument que toi, tu intègres dans ton entretien ces questions-là, les questions qui, aujourd'hui, font une particularité de ton entreprise. Et là, tu vas tout de suite le savoir. Donc, c'est là où c'est important aussi. C'est pas que tu caches, il ne faut pas cacher de toute façon. Ça ne sert à rien, les gens ne resteront pas. Par contre, l'entretien sert à ça. C'est vraiment, aujourd'hui, on a cette particularité, on a des cas comme ça qui sont arrivés. Comment toi, par rapport à ça, comment tu te sens par rapport à ça? Ah, 100%. Voilà, et je pense qu'on peut faire la transition avec le dernier point qui est super important, parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets, recrutement, délégation, mais le cœur de beaucoup de personnes, c'est que les gens sont des artisans et qu'ils ne passent pas à CEO. Il y a plein de raisons. Le mec se sent bien en tant qu'artisan, il veut rester dans cette posture, c'est cool. Mais s'il se dit, bon, il serait peut-être temps de changer, mais il ne sait pas ce qui le bloque, on sait très bien qu'il faut qu'il passe d'artisan à CEO, prendre de nouvelles responsabilités, mais il dit, ouais, mais moi, je fais que du personnalisé, moi, je veux garder la qualité. Ton iPhone, tu l'as bien acheté, voilà, il est là, ton iPhone. Il est fabriqué en série. Et pourtant, c'est de la qualité. Il n'a pas été fait main.
Donc, c'est la preuve qu'on peut scaler en ayant de la qualité. Je dis pas que ta qualité sera exactement la même qu'en étant artisan. Peut-être qu'elle va diminuer un petit peu. On n'en sait rien. Peut-être qu'elle sera meilleure. Moi, je pense qu'elle sera meilleure si elle est bien faite. Mais La qualité, elle diminue pas à partir du moment que tu as des talents qui sont meilleurs que toi. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est à partir du moment où tu prends les personnes qui sont meilleures que toi et tu leur dupliques aussi ta manière de faire, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est un travail de documentation aussi. Il faut que tu documentes ton process, il faut que tu documentes Oui, ta méthode. oui. Donc, comment fait-on pour répondre à cette question, même si on a déjà abordé aujourd'hui, mais pour faire une synthèse, comment sort-on de l'artisanat pour devenir un vrai CEO? Alors, déjà, pour devenir un CEO, c'est moins faire les choses. Oui, D'accord? C'est plus définir un cadre, c'est plus piloter que de faire soi-même. Donc ça, il faut vraiment se dire, OK, je prends cette hauteur-là aujourd'hui et je suis plus, voilà, je délègue beaucoup plus facilement les choses, on met bien les choses en place. Un CEO aujourd'hui, un artisan est dans la réaction. Un CEO est plutôt dans la réflexion, l'inspiration, et plutôt sur l'après. ouais, D'accord? Donc là, la différence entre les deux, c'est que l'artisan, il est dans le quotidien, il est au centre de tout. Et surtout, un artisan, c'est lui qui a les connaissances dans sa tête. D'accord? À partir du moment où tu veux passer CEO, il faut que tu partages ta connaissance à tes équipes pour qu'elles puissent bien faire les process, bien faire les actions, pour que tu puisses déléguer. Donc, le problème, il est là. C'est que déjà, au départ, un artisan, toute la connaissance, c'est lui qui l'a dans la tête. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait. Donc, s'il veut passer CEO, c'est déjà de partager ses connaissances. Comment tu les partages? En mettant en place un système, des process, des procédures. Voilà, tout simplement. Et une méthodologie de délégation et tout ça. Donc ça, c'est important. L'agenda d'un CEO, c'est quoi? C'est principalement de la vision, de la stratégie. C'est de l'alignement avec les équipes. Ça, c'est super important. C'est la revue des métriques. C'est de savoir prendre des décisions. Mais des décisions sans mesure, c'est des décisions qui ne servent à rien. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, des décisions éclairées. Donc voilà. Et c'est le porteur du développement de la marque de l'entreprise. C'est ça son rôle. Donc, je dirais demain, un CEO, il va être, 30% dans le pilotage au niveau les KPI, les équipes et tout, mais pas dans l'opérationnel. Hein, c'est vraiment dans l'alignement par rapport aux objectifs, à la stratégie, à la vision. Il va être, je dirais, plus 40%, ouais, 40% de son temps à poser les stratégies, à poser les objectifs, à poser les OKR et tout ça. Et puis après, ça va être, je dirais, les autres 30%, ça va être vraiment dans l'humain. Dans l'humain, c'est toujours dans cet esprit d'alignement avec les équipes. Voilà, comment je veux qu'on fonctionne, comment, voilà, mais je suis pas dans l'opérationnel. Donc un CEO, pour moi, un vrai CEO, c'est un leader, de toute façon, c'est dans le leadership, et c'est quelqu'un qui est capable, qui sait ce que fait chaque personne à n'importe quel niveau de son parcours client, mais qui ne le fait plus, mais par contre, il le sait. ouais, Parce ça c'est vrai ça. que lui, il est passé par là. Mmh. Il le sait. C'est quelqu'un qui permet la parole libre, qui permet d'avoir des feedbacks descendants, mais ascendants aussi. C'est quelqu'un qui va prôner, qui va toujours vouloir élever ses équipes. Et tout ça, ça prend du temps.
C'est pas en étant dans l'opérationnel de tous les jours qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, pour moi, un CEO, c'est quelqu'un qui va travailler sur sa posture, qui va travailler. Alors, la valeur d'un CEO, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qui permet à ses équipes de faire. Un artisan, c'est quelqu'un qui fait. Un CEO, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup moins, même pratiquement plus, mais qui donne les moyens à ses équipes de faire les choses. C'est bien résumé. Voilà. En gros. Pour conclure ce podcast, je pense que le plus important, ça sera vraiment de regarder, de re-regarder, de prendre des notes sur ce podcast pour toute personne qui regarde cette vidéo et de transvaser son identité actuelle vers une identité future. Je trouve que le travail de CEO, c'est un travail qui est identitaire parce que tu dois comprendre qu'une identité, ça englobe des croyances, des comportements, des habitudes, une vision, et que celles-ci doivent évoluer nécessairement si vous voulez de nouveaux résultats. Vous êtes à, je vais prendre des paliers dont tout le monde parle sans faire de clichés, mais vous êtes à 10 cas par mois, vous voulez passer à 100 cas. Moi, je ne fais pas encore 100 cas. Je ne fais pas 100 cas. Mais ce que je vois autour de moi de personnes qui font 100, 200 cas, c'est qu'il y a eu un gros changement identitaire. Même moi, pour passer de 0 à 10 cas, de 10 à 20, il y a eu des changements structurels qui ont évolué dans l'entreprise, mais aussi c'est personnel. Oui. C'est à chaque fois que, par exemple, il y a une nouvelle tâche qui arrive, et là, par exemple, moi, je suis un peu repris par l'opérationnel en ce moment, par 2-3 trucs, et ben, tout de suite, j'ai un réflexe qui se dit, comment je peux trouver quelqu'un qui va le faire à ma place, quel ROI je peux avoir, en combien de temps ça peut être mis en place, quel va être le process pour pouvoir le déléguer, parce qu'il y a un réflexe qui s'est créé dans mon identité de CEO. Là où l'artisan va se dire, ah, il faut que je le fasse, ah, vas-y, je vais le faire ça, vas-y, je fais ça, et qui va le faire dans l'instantané, et qui va pas prévoir de le déléguer ou d'essayer de construire un système pour s'en sortir. Donc ça demande une nouvelle manière de réfléchir et de casser ses croyances limitantes. Après, enfin, toi, tu as travaillé dans le développement personnel, moi, je me suis formé beaucoup en développement personnel, j'étais sportif de haut niveau, c'est la base, c'est le travail identitaire. Un mot de la fin, Christelle, ou pas du tout, comme tu veux. Oh, bah, mot de la fin, voilà, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que demain, vous pourrez largement mettre des systèmes dans votre entreprise, mettre des process, mettre des procédures. Aujourd'hui, vous faites un agent IA, vous demandez à l'IA va vous sortir des systèmes qui sont quand même assez bien structurés, je trouve. Après, effectivement, il y a l'expérience qui doit arriver, mais ça peut être fait assez rapidement. Voilà. Par contre, là où ça demande du temps et là où c'est important, et c'est ce que je dis, c'est sur sa posture de dirigeant et sur la façon dont on veut que nos équipes soient avec nous et dans l'entreprise et comment elles se sentent. Donc, l'humain est vraiment au centre de tout aujourd'hui. Et moi, j'en reviens de plus en plus à ça. Amen. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez contacter Christelle Paolini sur LinkedIn, c'est comme ça qu'on s'est contacté, et on se voit sur un prochain podcast.